Aujourd'hui, je vais parler du livre Étatisme et déclin du Québec de Jean-Luc Miguet. Donc, le livre Étatisme et déclin du Québec, publié en 1999, sous-titré Un bilan de le bilan de la Révolution tranquille. Il n'y a pas de un, là, ça c'est moi qui, c'est moi qui l'ai inventé. C'est un livre super intéressant qui fait, si ma mémoire est bonne, 200 quelques pages, là, 235 pages, 236 pages. C'est pas énormément long à lire, mais c'est excessivement dense. Quand je dis dense, c'est pas que c'est lourd nécessairement ou que c'est difficile à lire, mais c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui sont abordées là-dedans. D'abord, dans le livre, on parle on fait un espèce de portrait global, je dirais, de l'économie du Québec. Qu'est-ce qu'il y en est de la population, de l'emploi, le revenu, les investissements, la productivité, ce genre de choses-là. Personnellement, ça m'a moins accroché, ce passage-là, parce que veut pas, c'est quand même daté, là, dans le sens que, tu sais, ça a été écrit en 1999, ça parle évidemment pas d'aujourd'hui. Et c'est un petit peu plus une perspective historique que moi j'ai trouvé moins intéressante. C'est vraiment à partir du chapitre 3, je vous dirais que le livre, à mon avis, devient de plus en plus important. Le chapitre 3 s'appelle Bilan de l'interventionnisme chez nous ou Pourquoi le Québec s'appauvrit. Et là, on parle justement de la taille de l'État, l'importance au Québec de la taille de l'État dans l'économie qui est quand même très importante, là, non pas dans important au sens de moralement important, mais important en termes de grosseur et de quantité. On parle justement du modèle subventionnaire. Ils appellent ça le modèle subventionnaire de l'État. C'est-à-dire comment justement l'économie, comment en fait au Québec on est dans ce qu'on appellerait un capitalisme d'État. C'est-à-dire, oui, il y a de l'entreprise privée, mais cette entreprise privée-là est beaucoup, beaucoup tributaire des subventions et des subsides qui sont donnés par l'État. Ouais, en ce moment, on en a un ministre là, de l'économie qui aime beaucoup ça, sortir le chéquier puis faire plaisir aux tinamis. Mais c'est pas nouveau. Hein. Allez pas penser que ça date de l'arrivée au pouvoir de la CAQ ou du Parti libéral. C'est inscrit, je dirais, depuis la Révolution tranquille, mais c'est sûr que ça s'accélère à un moment donné dans l'histoire du Québec, mais c'est inscrit presque dans les gènes du modèle québécois. Dans le chapitre 4, il va aborder la question des monopoles publics. Il va parler du monopole public de l'éducation qui est assez sous-performant, assez décevant selon lui. Il parle justement du modèle des écoles privées, puis justement de la liberté de choix que ça donne d'avoir un système d'éducation privée ou au moins l'accès à l'éducation privée. Il parle aussi des projets de réforme. En fait, ça, c'est un peu un fil conducteur de ce livre-là, c'est que c'est une espèce de plaidoyer aussi contre le réformisme. Donc, vous savez que vous avez deux moyens, grosso modo, là, on caricature un peu, mais il y a deux moyens de changer les choses dans la société là, d'un point de vue politique. Il y a les révolutions et les réformes. Donc, révolution, c'est pas nécessairement avec Robespierre dans l'échafaud. Là. Une révolution, ça va être un changement radical de système. Une réforme, c'est on garde le système qu'on a, puis on le tripote pour le changer. Donc, ben lui, tout le long du livre, il parle de la réforme d'éducation, mais il va parler plus loin, on va le voir, de la réforme en santé et des réformes en santé, comme quoi le livre est écrit en 1999, mais je vous le jure, on va y venir, c'est comme si ça parlait d'aujourd'hui. Donc, il parle, en fait, là-dedans, justement, c'est même dans le bout sur l'enseignement, c'est très drôle parce qu'il va parler de la pénurie d'enseignants. Il parle de toutes sortes de choses là-dedans, la gestion de l'assurance chômage par l'État, etc. C'est un peu, c'est presque, c'est pas prophétique, mais disons que l'analyse qu'il fait de la société québécoise là-dedans est quand même très lucide, ça fait presque mal hein, par bout. On lit ça, on est comme, my God. C'est quelque chose qu'on fait de correct, quoi, ou pas, tu sais. Chapitre 5, il va parler de la réglementation et du marché du travail, donc les normes, le salaire minimum. Il parle aussi il parle aussi de la discrimination que lui appelle active, que d'aucuns appellent positive. Mais justement, il parle de tout le concept là-dedans de l'État comme agent de discrimination pour atteindre des idéaux quelconques. C'est complètement désuet comme manière de faire. Il parle aussi des monopoles des syndicaux. Il va parler aussi de la fiscalité du travail, etc. Chapitre 6. On parle beaucoup de la culture, de la langue, l'essor du français, ce genre de choses-là. Je dirais que ce chapitre-là m'a moins intéressé. Chapitre 7, il parle de l'État-providence comme tel. Ça,
C'est quand même très intéressant. Là, il va parler de l'économie collectiviste là-dedans. Puis c'est beaucoup là où il théorise des choses qui vont être importantes dans la suite du livre et j'imagine peut-être dans d'autres choses qu'il écrit par après. Ensuite, il parle là, j'accélère un peu parce que, bref, vous lirez le livre si ça vous intéresse, mais je vais venir plus à ce qui nous intéresse après. Il va parler ensuite de justement l'urbanisation, en lien avec l'étatisme, l'espèce d'idée que l'État est un genre de guérisseur tout le temps là-dedans. Ah, il y a des problèmes de nature urbaine, qu'est-ce qui arrive? C'est le sacro-saint État qui vient régler tous ces problèmes-là. Et toujours un peu avec l'histoire de la centralisation, décentralisation. C'est très important aussi dans ce livre-là. Deux approches différentes qui se font un peu compétition là, en tout cas dans sa manière d'expliquer les choses. Il s'en prend beaucoup à la vision angélique de la réalité. Hein. Il va parler de la vision angélique de l'État, il va parler de la vision angélique de la politique. C'est cette espèce de naïveté qui consiste à dire si ça va pas bien, c'est parce qu'on n'a pas les bons dirigeants. On n'a pas le bon premier ministre, on n'a pas on n'a pas les bonnes personnes à la tête des grandes entreprises. S'il y avait des gens plus moraux, je ne sais pas moi, à la tête de Bombardier, mais jamais tout ça serait arrivé. Lui, il dit, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est que les gens répondent à des mécanismes, à des incitations qui sont là. Et peu importe, si tu ne changes pas les règles du jeu, tu as beau changer les personnes, tu ne changeras rien. Ça ne changera rien. Ça va toujours rester du pareil au même. Il va parler ensuite beaucoup de la Révolution tranquille. Il va descendre. Et oui, c'est ça. Ce qui nous intéresse là-dedans. Qu'est-ce qui nous intéresse? Ce qui nous intéresse, c'est vraiment la critique que Miguet fait je dirais, c'est le chapitre 15 et le chapitre 16. C'est vraiment là où Miguet va critiquer vraiment il appelle ça l'impossible organisation centrale de la société ou la chimère de l'État planificateur. Moi, je trouve que c'est génial comme titre de livre. Je pourrais faire un titre avec le podcast. Je pense que ça pourrait être le titre du podcast. Je trouve que ça résume bien l'idée. Donc, dans le fond, Miguet, qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Il s'en prend vraiment à la vision collectiviste de la société. Donc, ça, c'est à page 102, vraiment, là, que ça commence, c'est cette explication-là. Et il dit, dans la perspective collectiviste qui est née au Québec, l'individu n'existe pas. Il n'existe pas ni comme source de décision, ni comme critère d'efficacité, de justice ou peu importe. Et là, ça, c'est important, c'est ce qu'on appelle la perspective holiste ou holistique. C'est l'idée selon laquelle la société n'est pas la somme des individus qui la composent, mais elle est plus que ça. Et ça, c'est ça, Miguet met le doigt sur quelque chose de bien important là-dedans, c'est qu'au Québec, c'est le cas ailleurs, dans d'autres sociétés, entre autres en France, par exemple, quand vous entendez les gens parler de la République. Oui, vive la France, vive la République. La République, là-bas, c'est comme une personne. Ça, il faudrait que quelqu'un me l'explique un jour, mais la République a des intérêts, la République a un âme, la République a des valeurs. Tu te dis, mais à un moment donné, mais est où la République? C'est qui la République? C'est une espèce d'entité comme ça là, qui flotte au-dessus du magma de la politique et qui est en train de presque... C'est presque une idée là, au sens platonicien du terme. Là. C'est quelque chose qui existe comme ça dans le monde, éthéré. Bref, c'est vraiment une vision collectiviste ou je dirais idéaliste de la société. D'un point de vue philosophique, ce serait plus une vision idéaliste de la société. C'est cette idée-là que, comme je l'ai dit, la société, c'est plus que le regroupement des individus qui la composent. Elle a une âme, elle a une volonté, elle a des valeurs qui sont au-dessus des individus. Ça, je pense que vous êtes en même de le constater. Là. C'est l'imposition de trucs comme la loi 21. C'est bon pour qui, ça? C'est certainement pas bon pour les droits individuels. Oui, mais ça correspond aux valeurs québécoises. Là, tu te dis, ouais, mais est-ce que les gens ont déjà été sondés pour savoir quelles étaient leurs valeurs? Est-ce qu'ils considéraient vraiment que le fait de présenter des signes religieux dans tel contexte, c'était un problème? Est-ce que, c'est sûr que si tu présentes le projet final avec des sondages, n'importe qui n'est pas visé par une mesure va se foutre un peu de l'application de la mesure. Je
pense qu'on le voit, là. Ah, moi, ça me dérange pas qu'on instaure un couvre-feu. De toute façon, à 8 heures, je suis couché. Ah, moi, ça me dérange pas qu'ils ferment les gyms. De toute façon, je m'entraîne pas. Ah, moi, ça me dérange pas qu'ils ferment les restaurants. De toute façon, ça faisait longtemps que je prenais juste du take-out. Ben, c'est un petit peu ça, là. C'est que dans ce cadre-là, il y a l'État qui empiète sur la liberté des individus. Ben, il fait à tel point qu'il a besoin d'utiliser la clause non-obstant pour le faire. Donc, forcément, il doit un peu savoir lui-même qu'il empiète sur des droits individuels. Mais bref, c'est pas le sujet du podcast, mais c'est cette idée justement qu'on fait ça au nom de quoi? On fait ça au nom de la société. Le Québec, avec un grand L et un grand Q. Le Canada, les États-Unis. Bon, ben ça, c'est une vision collectiviste, ou en tout cas holistique ou idéaliste de la société. Et il dit, ça c'est intéressant, il dit dans le livre qu'il y a un psychiatre qui était accessoirement ex-ministre de l'Éducation péquiste, qui s'appelait Camille Lorrain, qui a inventé l'expression suivante. Et ça, j'en ai déjà parlé sans savoir en fait que ça originait de lui, puis j'avais pas lu Miguet à l'époque, mais l'expression projet de société. En général, les gens ont des projets. Vous avez comme projet de vous acheter une maison, vous avez comme projet de partir en voyage, vous achetez un Winnebago, je ne sais pas, peu importe les projets que vous avez, apprendre à faire de la couture, de la peinture, jouer de la musique, peu importe. Mais la société comme telle n'a pas de projet. La société n'a pas de volonté. La société en quelque sorte, ça n'existe pas d'un point de vue matériel, d'un point de vue matérialiste. La société est le nom qu'on donne à l'ensemble des individus et des institutions qui sont sur un territoire donné. C'est ça, la société. Bon, mais là, le projet de société, c'est quoi? Mais c'est une expression qui est inventée justement par ce bonhomme-là, mais pour décrire quoi? C'était pour décrire l'idée que la société québécoise était un petit peu comme un enfant. Et puis la souveraineté était le projet de société qui consistait à appeler cet enfant-là à grandir et à devenir adulte en se libérant du parent qui était le gouvernement fédéral. Bon, après, on peut être souverainiste ou pas, là, c'est pas tout ça la question, mais depuis, l'expression projet de société est restée. Pendant longtemps, moi, je me rappelle, on entendait les gens dire « Ouais, mais le Parti libéral, là, ils n'ont pas de projet de société, eux autres. » Ouais, mais savez-vous quoi? C'est peut-être un petit peu rassurant. Moi, personnellement, j'ai pas tant que ça envie que les politiciens aient des projets pour moi, là. C'est parce que après, vous êtes un petit peu pris, vous êtes un peu pris dans ce que Jacques Parizeau appelait la cage à homards, là. C'est quand la société décide à votre place du projet, vous allez en être peut-être les victimes, si ça ne fait pas votre affaire. Miguet dit la vision collectiviste engendre la notion de droit collectif et de justice sociale. Mais il dit cette notion-là, c'est une monstruosité. Pourquoi une monstruosité? C'est parce que le concept de droit collectif est par définition une négation du droit individuel. Parce que si la société a des droits sur les individus, ben, les individus se voient brimer leurs droits par la collectivité. Et de cette notion-là découle le concept de justice sociale. Ah, mais c'est un peu cette idée que, dans le fond, votre argent il vaut bien, comme les héritages, par exemple. Vous pensez que c'est à vous, mais en réalité, c'est pas vraiment à vous, là. C'est à l'État. On vous fait une faveur en vous le laissant. Mais on pourrait très bien, au nom de la justice et du droit de la société, de vous demander de faire votre juste part. Et qu'est-ce que c'est que la juste part? Ben là, on va le définir, puis vous verrez quand on vous prendra une partie de vos avoirs, mais tout ça est fait. C'est sur ça qu'un peu l'idée que c'est Voltaire qui disait « Si quelqu'un veut votre bien, méfiez-vous », ben c'est un petit peu ça. C'est que dans la notion de droit collectif et de justice sociale, il y a une espèce d'idéal là-dedans qui est un bien commun, pas au sens économique, mais au sens du bien commun. Le bien de la collectivité est éventuellement contraire, ou en tout cas répond à une vision, puis en général, cette vision-là est insufflée par qui? Elle est insufflée par les politiciens, par les gens qui ont le pouvoir de se faire entendre, par les lobbies, par les intellectuels qui sentent le besoin d'être des agents actifs de la société. Mais en réalité, qu'est-ce que c'est que le bien commun, l'intérêt commun? Ben, il serait bien mal avisé quiconque voudrait le définir puis qui s'embrasse les intérêts de tous les individus. À mon avis,
C'est impossible. Donc, en gros, ce concept-là, il signifie quoi? Il signifie, ça c'est un point intéressant de Miguel, je trouve qu'il résume bien, il dit ça signifie que l'individu n'a de droit qu'à l'intérieur du groupe. Et puis ça, je pense que si ça ne vous résonne pas quelque chose avec ce qu'on a vécu dans les 2 dernières années, l'individu n'a de droit qu'à l'intérieur du groupe. Et je veux dire, c'est le groupe est là, le groupe a un intérêt. Puis quand je dis le groupe, c'est pas comme je l'ai dit, l'ensemble des individus. Non, le groupe, c'est, je sais pas trop comment on pourrait le dire, mais c'est la vision d'ensemble que certains ont de la société. Donc, dans le fond, c'est le groupe, c'est le collectif. D'autres appelaient ça le nous. Mais c'est un petit peu ça, c'est cette vision-là. Donc, l'individu, s'il a de droit qu'à l'intérieur du groupe, en réalité, il n'y en a pas de droit. Parce que le concept même de droit, c'est de protéger les acquis ou disons les droits justement de l'individu contre le groupe, contre les dérapes du groupe. Donc, si vos droits n'ont de valeur qu'à l'intérieur de l'intérêt de la collectivité ou du droit collectif ou de la justice sociale, en réalité, vous n'en avez pas de droit. Mais là, ça nous ramène à la vision que certains ont de la liberté individuelle, c'est que la liberté individuelle, c'est pas quelque chose d'absolu. C'est quelque chose qui est plutôt de l'ordre d'un privilège. Tu sais, c'est comme quand vous étiez à la petite école, là, mais vous êtes bien comporté, vous avez eu un bon examen. Bon, on vous met une petite gommette dans votre cahier. Tu sais, le cahier, là, au Canada, là, on vous met une petite gommette. Bien ça, la petite gommette, c'est votre liberté. Ouais, vous avez été gentil, vous avez fait ce que vous avez fait ce que Papa François là, veut que vous fassiez. Là. C'est important là, d'aller chercher cette 9e dose. Là. Bon, ben, si vous avez fait ce que Papa François demande, ben, on va vous mettre une petite gommette. C'est que vous allez peut-être avoir le droit d'aller au cinéma quand on décide de ne pas les fermer. Bon, mais ça, tu sais, on comprend, là, tout le monde, là, que c'est une question d'urgence sanitaire, etc. Je ne suis pas complètement cinglé, je l'ai compris. Là. Mais c'est quand même inquiétant de voir que cette vision-là est acceptée sans qu'il y ait personne qui rechigne plus que ça. Là. Parce que normalement, c'est ce que Miguel dit. Il dit, je le cite, « Comme ces prétendus droits collectifs sont créés et conférés par des personnes en autorité temporaire, ils sont susceptibles de changer constamment, sans préavis, tout comme la notion de justice sociale. » Mais je pense que c'est carrément ça là, qu'on voit là, par les temps qui courent. C'est, ben, voici quel est l'intérêt collectif, voici quels sont les droits de la collectivité et ce qui est bien, ce qui est acceptable, ce qui est bien vu, ce qui convient de faire. Mais qui décide de ça? C'est l'autorité qui est là, c'est les gens au pouvoir, c'est le premier ministre qui vient d'être élu ou qui est sortant. Et quand ces gens-là sont remplacés, on les remplace par quoi? On les remplace par des gens qui peut-être eux autres vont arriver avec le contraire. Ah, ben là, finalement, l'intérêt collectif, l'intérêt collectif à partir d'aujourd'hui, c'est que plus personne n'ait de voiture à essence. Donc là, ben, votre droit de posséder une voiture comme vous le voulez, ben, ce droit-là est effacé parce qu'il y a d'intérêt, il y a de valeur qu'à l'intérieur du groupe. Et maintenant, la valeur du groupe, c'est que plus personne n'a le droit de posséder une voiture à essence. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Là. Et puis un jour, il va arriver un autre gouvernement qui, lui, va dire, ben, vous savez quoi, là, on a un déficit démographique qui est vraiment important, puis c'est une catastrophe là, qu'il y ait aussi peu d'enfants, qu'il y ait aussi peu de jeunes. Fait que, ben là, on peut plus se permettre ça, que des gens... on peut plus se permettre que des gens interrompent des grossesses parce qu'il faut absolument avoir des enfants, parce que là, écoute, il n'y a pas assez d'immigrants qui veulent venir vivre ici, puis il y a trop de vieux, puis il n'y a pas assez de jeunes. Si vous pensez que je délire, là, c'est arrivé ailleurs dans le monde. C'est arrivé dans d'autres pays, c'est arrivé en Russie. Oups, il y a beaucoup de gens qui crèvent de toutes sortes de maladies parce que l'Union soviétique s'est effondrée. Il y a une pyramide, il y a un déclin démographique qui s'observe parce que l'espérance de vie, dans certains cas, descend jusqu'à 56 ans ou je ne sais plus trop. Et puis là, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on fait des genres de lois qui restreignent l'accès à l'avortement. Pourquoi? Pensez-vous que c'est vraiment que c'est juste des raisons religieuses? Ben non, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a allumé quelque part. Il s'est dit, ben là, si on empêche les femmes d'avorter, peut-être bien qu'on va régler notre problème démographique. C'est tout ça semble débile, mais si je vous avais dit il y a 2 ans que vous alliez vivre ce que vous alliez vivre pendant les 2 dernières années, personne ne m'aurait cru, avec raison. Je reviens à Miguel. Qu'est-ce que Miguel raconte là-dedans? Il dit que
ni la notion de droit collectif, ni la notion de justice sociale ne reconnaissent et ne respectent la propriété privée. Ben oui, parce que si ce qui est important, c'est le droit collectif puis la justice sociale, bon, la propriété privée, oui, mais pas tant que ça non plus. Parce que bon, vous avez un héritage. Ouais, mais l'intérêt de le droit de la société, c'est un petit peu d'aller se servir dedans. Non, c'est ma propriété privée. Ben, en fait, c'est la propriété privée de mon père ou de mon grand-père qui me le lègue. Ouais, mais la justice sociale, ce serait que il y en a une bonne partie qui partent pour aller à l'État. Mais c'est ça. C'est que quand on tient ce genre de discours-là, la propriété privée est quelque chose qui est à géométrie très variable, on va dire. La richesse produite par les individus rentre un peu dans le même schéma. C'est un peu quelque chose qui appartient à la communauté. Pourquoi? Ben parce que si on en prélève une bonne partie, ben les sages qui sont là, les sages qui sont en haut de la société, eux vont pouvoir redistribuer ça au gré de leurs préjugés en fonction des forces politiques courantes. Bon, ben, quand ça devient important l'environnement, on prend ça pour distribuer à des entreprises qui veulent changer des lumières pour avoir des trucs éco-énergétiques. Quand c'est le temps de valoriser les régions, bon, on va distribuer ça pour ouvrir une cimenterie quelque part ou un centre d'appel dans une ville qui est en train de fermer ou ce genre de truc-là. Mais bref, vous comprenez que vos avoirs sont tributaires justement du bon vouloir ou comment je pourrais dire ça, de la bonne vision ou de la mauvaise vision selon le principe des gens qui sont au pouvoir. Il dit, Miguel, la règle de droit a engendré les droits individuels, mais les droits collectifs ont engendré la justice sociale. C'est carrément ça. C'est que le concept de justice sociale, dans un monde où règne vraiment une vision forte de la propriété privée, c'est un concept qui est impossible. En fait, on va dire que ce qui est juste, c'est que chacun voit respecter sa propriété privée, ses droits, sa liberté d'expression, etc. Il n'y a pas de justice sociale. Ouais, la justice sociale impliquerait que quand vous dites quelque chose qui fait de la peine à quelqu'un, ce soit puni par la loi, ou encore que on vous prélève de l'argent sur vos avoirs que vous avez durement gagnés parce qu'il faut, au nom de la justice sociale, construire des unités d'habitation à bas coût. Ouais, OK. Mais ça dénote de quoi? Ça part de quoi? Ça part de la notion du droit collectif. Un petit peu plus loin dans le chapitre, Miguel va parler un peu de la victimisation. C'est intéressant, il va dire, je le cite, une fois sanctionné par la société, la victimisation confère le droit au plaisir jamais assouvi d'accuser et de détester les autres, de les blâmer pour sa mauvaise fortune et sa propre infériorité, surtout si cette haine s'inspire d'une noble cause. Je le relis parce que c'est trop génial comment c'est formulé. Une fois sanctionné par la société. Donc, une fois que le droit est reconnu par la société. Reconnu de manière symbolique, évidemment. La victimisation confère le droit au plaisir jamais assouvi. Ça, c'est important. On le voit que c'est comme sans fin, tout ça. D'accuser et de détester les autres, de les blâmer pour sa mauvaise fortune et sa propre infériorité, surtout si cette haine s'inspire d'une noble cause. Regarde, je ne peux même pas rajouter plus que ça, mais je trouve que Miguel dit tout là-dessus. En fait, c'est comme l'œuvre complète de Mathieu Bock-Côté résumée en une phrase. Je trouve ça génial. Un petit clin d'œil. Là. C'est plus compliqué que ça, mais je trouve que c'est admirablement résumé. Il va parler là-dedans de l'animisme social. Miguel a toujours des concepts quand même parlants pour parler de la réalité. Il dit l'animisme social, c'est cette vision-là justement collectiviste de la société et de l'État qui consiste à voir l'interventionnisme politique comme la seule et unique voie du progrès. C'est une espèce de vision romantique de l'État. Donc, l'État, là-dedans, est le gardien, le garant, l'incarnation de la culture, de la société, etc. Et les objectifs qu'il va poursuivre, l'État, c'est ce qui définit le bien commun supérieur comme idéal, si vous voulez, idéal supérieur, justement. Et tout ça va être, bien entendu, au-dessus des individus, comme je l'ai dit, qui composent la société. Donc, vision holistique.
Donc, le débat public devient alors, je le cite, la question du rôle de l'État dans tous les domaines qu'il a envahis depuis la Révolution tranquille. Et il dit, ben, cette vision-là, c'est à l'origine de tous les totalitarismes modernes en passant, là. La vision de l'État qui a envahi toutes les sphères de la réalité. Et puis le débat devient plus juste devient plus simplement que de savoir, bon, ouais, est-ce qu'il devrait faire un petit peu plus de ça, un petit peu moins de ça? Non, il devrait juste sacrer le camp de cette sphère-là de la réalité. Vous êtes dangereux, vous êtes un petit peu extrémiste dans votre vision. Mais il dit, malheureusement, c'est les totalitarismes, autant ceux qu'on dit de gauche que ceux qu'on dit de droite, fonctionnent sur cette vision animiste et romantique de l'État. L'État est cette espèce d'instrument. Tu sais, Marx rêvait même à l'espèce de la société sans classe va arriver par une période de transition qui s'appelle la dictature du prolétariat. Je veux dire, pour penser que vous allez arriver à une espèce de société de parousie, là, où avec les petits oiseaux, les lendemains qui chantent, il n'y aura plus de classe sociale, il n'y aura plus de pauvres, tout le monde va être à la fois agriculteur et peintre dans le mythe de l'homme total, et tout ce genre de niaiserie-là. Faut vraiment, de penser que ça va passer par une période de dictature de l'État, par la classe prolétaire, je veux dire, il faut vraiment avoir une vision très angélique de l'État, là. Vous avez juste à vous ouvrir les yeux de ce que fait l'État chaque jour. Vous allez voir qu'il n'y a pas grand-chose qui est angélique là-dedans, là. Mais bref, c'est un petit peu ça. Puis c'est la même chose pour les nazis. Il faut s'emparer de l'appareil d'État. Puis c'est comme ça qu'on va arriver au Reich éternel. Et puis toutes ces niaiseries-là, là. Et lui, il dit justement, le faux prétexte de l'intérêt public va justifier, puis là je le cite, j'aime son expression, toutes les brimades au bonheur et tout ce qui nuit à l'épanouissement des gens. Au contraire de ça, ben, ça serait la vision véritablement libérale où le bien commun, justement, c'est la somme des intérêts individuels. Donc, dans ce concept-là, l'intérêt commun et l'intérêt individuel, c'est la même chose. Parce que la société n'est rien de plus que l'ensemble, la somme des gens qui la composent. Donc, l'intérêt de tout le monde, c'est quoi? C'est que tout le monde fasse respecter leurs droits. L'intérêt de tout le monde, c'est quoi? C'est que tout le monde soit libre. L'intérêt de tout le monde, c'est quoi? C'est que tout le monde puisse dire ce qu'il veut dans le respect de la non-incitation au crime, ce genre de choses-là. Non, mais ça, c'est l'intérêt commun, parce que c'est l'intérêt de tout le monde, de tous les individus qui composent la société. Ça amène au dernier chapitre du livre où il parle de l'impossibilité justement de la planification centrale de la société ou, comme il dit, la chimère de l'État planificateur. Là, il va dire, ben, notre foi dans le système étatique, justement, réside dans cette vision angélique de l'État et des processus politiques dont on a parlé avant. Donc, c'est, comme je l'ai dit, c'est l'idée selon laquelle ben, l'appareil bureaucratique des fonctionnaires de l'appareil d'État qui est là ben, est animé un peu par des gens qui sont altruistes. Puis si ceux qui sont là ne le sont pas, c'est parce que ce n'est pas les bons. On va les remplacer. Et l'idée, c'est d'avoir des gens qui sont là et qui sont voués à la seule poursuite du bien commun. Mais ça, il dit, c'est une illusion. C'est carrément une illusion. La réalité, c'est que l'appareil d'État est incapable de traiter une infinie variété d'informations et d'évaluer toute la coordination sociale que ça implique. Mais il dit, l'idée des collectivistes est la suivante, et je cite, « La civilisation et ses institutions sont le produit d'un grand projet de société. » Et donc, il s'agit de les modifier à volonté pour atteindre de nouveaux objectifs. Mais il dit, cette vision-là, elle ignore totalement le concept, justement, comme j'ai parlé dans le dernier podcast, de l'ordre émergent, ou l'avant-dernier podcast. Donc, on ignore totalement que l'ordre qui règne dans la société ben, repose sur des divisions, des combinaisons, des influences, puis une multitude d'interactions entre les individus. Puis ça émerge de l'interaction entre les gens. Ça émerge de manière spontanée. C'est l'ordre émergent. Ça n'arrive pas par la volonté d'une machine ou d'un léviathan qui est écrit sur le coin d'une table, là, sur une napkin. Là, il va se passer telle affaire. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il dit, je le cite, « Nous sommes inconscients de la manière dont nous avons appris à aménager nos journées, à nous habiller, à aménager nos demeures, à manger, à parler, à faire usage d'une variété innombrable d'outils et d'instruments de civilisation, à utiliser le savoir-faire spécifique au commerce et à l'industrie. En tant qu'individus, nous pouvons poursuivre nos propres buts
avec infiniment plus de facilité qu'on ne le pourrait seul, sans société. Cette réalité est si puissante que les immigrants prennent souvent une génération à acquérir les connaissances et les réactions instinctives de la population autochtone. Donc, c'est ça, c'est qu'en réalité, c'est pas vrai que la société sans État, c'est le chaos. Je l'ai expliqué dans le podcast sur l'ordre émergent. L'idée, c'est que justement, il y a plein de choses qui émergent. On ne sait pas trop les normes culinaires, ça vient de où, les traditions, pourquoi à Noël on fait un pain sandwich plutôt. C'est des choses qui émergent dans la société, qui sont là, qui créent de l'ordre, qui créent des relations entre les individus, qui créent toutes sortes de mécanismes qui règnent au sein de la société. Mais il dit ça émerge pas de l'État. C'est pas l'État qui arrive avec ça. Donc, l'espèce de vision angélique que c'est l'État qui est au cœur du processus progressiste qui nous amène vers plus d'égalité, plus de liberté, plus de ci, plus de ça, c'est un mythe. Tout ça, c'est un mythe incroyable. L'État peut être instrumentalisé par des politiciens pour arriver à certaines fins, mais ces fins-là sont toujours justement relatifs aux idées qu'avaient ces gens-là qui se sont emparés de l'appareil d'État. Mais c'est jamais quelque chose de bien en soi ou que des gens sont animés par des espèces de poursuites altruistes de la société. Ça n'arrive pas, là. Et je passe un petit peu un bout parce que c'est un petit peu hors de propos parce qu'il parle de plein de choses là-dedans, mais je vais passer tout de suite à l'application de ce qu'il dit qui est sur le système de santé. Ça, je trouve ça super intéressant, puis on va conclure là-dessus. C'est que il dit les gens qui ont pensé le système de santé, ils l'ont pensé exactement à l'inverse de ce qu'il fallait faire. Ils l'ont pensé comme les bureaucrates de l'URSS. Comme des planificateurs centraux qui regardent un truc et disent bon, ben ça va fonctionner comme ça, le sous-ministre, là, le ministre adjoint de telle affaire, puis tout le monde va dépendre en dernière instance du ministre. Il dit pour les planificateurs du système de santé, les problèmes à résoudre ne sont que d'ordre technique. C'est drôle parce que je regardais une conférence de Christian Dubé, puis le problème là, du système de santé, il nous dit, c'est qu'il n'est pas assez fluide. Puis là, écoutez, c'est le degré le ministre est rendu dans le management de l'urgence. Ouais, à l'urgence, il y a des gens, là, mais le problème, c'est qu'ils sont sur des civières trop longtemps parce qu'on n'est pas capable de les faire monter sur des étages. Là. Fait que là, je vais déposer un projet de loi à l'Assemblée nationale qui va améliorer la fluidité du roulement des civières. Ben, je veux dire, on est dans la débilité planificatrice, là. C'est presque de la métaphysique, tout ça. C'est presque de la sorcellerie, en fait. On va déposer une loi pour interdire la pauvreté. C'est presque là qu'on est rendu, là. Et il va dire, justement, dans ce contexte-là, les réformes du système de santé. C'est drôle, là, on entend parler de réformes en ce moment, mais déjà en 99, c'était ça. On les a tous entendus, hein, la réforme d'un tel, la réforme de l'autre, le virage ambulatoire, le ci, le ça. Donc, il dit, les réformes de système ne font que reprendre l'utopie socialiste de la planification centrale encore à la mode au Québec. On parle de décentralisation, par exemple, tu vois, on parle encore de ça plus de 20 ans plus tard, mais il dit pour fonctionner, là, la décentralisation, ça impliquerait de donner une responsabilité véritable et une imputabilité aux décideurs locaux. Ben, finalement, on sait très bien que ça va aboutir que personne ne sera jamais responsable de rien, puis en dernière instance, les ordres vont venir du ministère si ce n'est pas du ministre lui-même. Donc, en réalité, il n'y a pas de décentralisation véritable qui est possible avec ce système-là. Puis il dit, la réalité, c'est que il y a 3 affaires qui font que la planification centrale est impossible. En tout cas, au moins pour le système de santé. Le premier, c'est qu'ils sont incapables de prévoir l'offre et la demande. Mais s'ils étaient capables, est-ce que vous pensez qu'ils auraient fait baisser le nombre de lits par habitant qui était d'à peu près 4 en 1995 à 1,3, 1,4 si ma mémoire est bonne en 2020? Mais non. Pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'ils sont incapables de prévoir l'offre et la demande. Et pourquoi ils sont incapables de prévoir l'offre et la demande? Ben parce qu'il n'y a pas de mécanisme de prix. C'est des concepts économiques quand même assez simples, mais bref, ça n'a pas l'air trop à être compris. Ils sont incapables aussi de prévoir et d'anticiper le progrès technologique. Il n'y a aucun moyen pour eux d'anticiper les découvertes qui seront faites d'un point de vue médical et technologique, en particulier. Pourquoi ils ne sont pas capables? Parce que
le planificateur qui est autour du bureau avec ses ministres, ses sous-ministres, lui, il ne fait pas partie des acteurs de ces découvertes. Les gens qui sont dans des entreprises privées, qui sont dans des labos, qui sont dans ce genre de choses-là, eux vont à des formations continues sur des nouvelles affaires, des nouvelles tendances, des nouveaux trucs. Pensez-vous que le ministre de la Santé fait ça? Ben non. Le ministre de la Santé, il est là, puis il prend ses décisions, puis là, il y a un comité qui est venu lui dire que telle affaire, puis au mieux de ses connaissances, il essaie de prendre une décision là-dedans. L'autre point, qui est peut-être le plus important, c'est qu'il est incapable de saisir l'ensemble des préférences de la population. Par défaut, l'État présuppose que les Québécois, ils veulent X ou Y. Ou ils font X avec un petit peu d'Y, mais un peu moins de telle affaire. Mais la réalité, c'est que les préférences des gens ne sont pas, en termes de comportement, ne sont pas homogènes, elles sont hétérogènes. Donc, il y a une immense variété de styles de vie, de choix qui sont faits dans la population. Puis c'est d'autant plus vrai à l'époque de l'immigration, du multiculturalisme, ce genre de choses-là. Il y a une immense variété de styles de vie au sein de la population. Puis ça, ça ne peut pas être analysé de manière convenable par le politburo du ministère de la Santé, ni d'aucun ministre d'ailleurs. Puis Limigué donne des exemples là-dedans. Il dit de manière rationnelle, avec le froid calcul comptable de l'État, puis sa logique planificatrice. On peut toujours se dire, oui, mais là, on a sensibilisé les gens à la cigarette, la malbouffe, la drogue, etc. Donc, ils vont arrêter de faire ça. Il va dire, oui, mais plusieurs personnes préfèrent le plaisir ou encore le confort ou encore l'habitude que leur confèrent certains comportements qu'ils savent mauvais. Ils vont continuer de le faire pareil. Pensez-vous que les gens qui ont vu les paquets de cigarettes avec les dents toutes pourries, puis les photos de femmes enceintes, malades, pensez-vous qu'ils ne savent pas que c'est mauvais pour eux? Oui, ils le savent. Mais ça leur procure du plaisir. Ça agit comme une forme de lubrifiant social quand ils vont dans des lieux publics. Ah, t'as-tu du feu? Oui, donne-moi une cigarette, etc. Ça leur comporte plus d'avantages de leur point de vue que de désavantages. Donc, pourquoi ils arrêteraient de le faire? C'est leur choix de vie, c'est leur préférence. Et ça, le ministre qui est assis autour de la table avec son politburo, lui, il peut pas, de manière logique, c'est pas un super ordinateur, c'est pas le cérébro là, comme dans les X-Men. Là. Il se branche pas là-dessus, le ministre. Là, puis là, il y a toutes les pensées de tout le monde sur Terre qui viennent dans sa tête, puis là, ils prennent une réflexion éclairée. Non, ils vont faire peut-être un ou deux sondages d'opinion. Ils vont dire, OK, 49% des gens ou 53% des gens pensent telle affaire selon le sondage. Fait qu'on va y aller avec ça, puis ça va être à peu près ça. Mais la réalité, c'est qu'ils sont incapables de prévoir tout ça. Il dit aussi que la logique bureaucratique empêche de prendre des considérations qui sont en subtilité. Il dit ni les experts économiques, ni les experts médicaux, ni aucune autre forme de chercheurs qui vont faire des consultations populaires, ce genre de choses, sont en mesure de résoudre ces problèmes-là. Donc, ça fait penser à quand il y a eu la commission Bouchard-Taylor. Il y allait un petit peu partout. Il y a des gens... Vous pourriez faire ça pendant 20 ans. Vous n'auriez pas encore entendu toutes les variations et les expressions précises de qui vit quoi, comment, puis comment sa manière d'entrevoir sa relation avec l'autre dans l'aspect religieux est. Il y a autant probablement de manières d'être qu'il y a d'individus. Ça, par défaut, le planificateur central, lui qui est là dans notre vision angélique de l'État, lui, il ne peut pas prendre tout ça en considération. Sa conclusion, c'est quoi? Il dit, je le cite, « En réalité, seul le mécanisme des prix, le mécanisme décentralisé qu'est le marché, peut révéler l'étendue de la tolérance des individus en matière de risque et leur disposition à sacrifier d'autres biens et services pour l'acquisition de soins de santé. » Et il dit, ça c'est super, la fin magique, « Puisque les soins de santé sont gratuits, il y a nécessairement demande excédentaire et rationnement par la file d'attente et par l'imposition d'une capacité arbitraire. » Je veux dire, c'est exactement ce qui se passe.